Bon, bonjour à tous. Je vois qu'il y en a certains qui sont fatigués, donc on va essayer d'aller assez vite. Et puis en une demi-heure, je dois vous parler d'une catastrophe annoncée. Alors je sais qu'il y a déjà pas mal de gens qui en ont parlé. Je vais essayer, entre guillemets, de résumer en une demi-heure les effets majeurs de la scène et surtout de vous dire, nous avons eu la chance de partir 6 mois après à New York, 6 mois après l'événement de Sandy, et le lieutenant Colbo était avec moi, il y avait des gens de la Société Générale aussi qui étaient là, et on a essayé de retirer des retours d'expérience qui étaient adaptables à la France. C'est sûr qu'on n'allait pas ramener Obama, mais on a essayé, si vous voulez, de voir un petit peu ce qui pouvait être transposable en Île-de-France. Alors, c'est de savoir, et aussi avec cette notion de résilience. Actuellement, quelqu'un a parlé de la résilience. Moi, la résilience, je fais l'opposition par rapport à la robustesse. Le robustesse, c'est un mur. La résilience, c'est un roseau qui se plie et qui revient, si vous voulez. Et ça, c'est une notion très américaine, dans le sens qu'ils n'en ont rien à foutre du mur, rien à foutre de ce qui est cassé. La crise, c'est du fric, hein, crisis is gold, et qu'ils en ont profité pour dire on reconstruit, on va reconstruire mieux. Donc ça, c'est vraiment un état d'esprit de résilience que nous n'avons pas en France. Alors, cette crue de la Seine, c'est même pas la crue centenale, parce que la crue centenale, c'est une crue moyenne maintenant. La crue majeure de la Seine, il n'y a que quelques spécialistes qui s'en occupent. Le reste, les franciliens, la population, les entreprises s'en foutent royalement. Donc c'est un phénomène qui va leur tomber dessus d'une façon foudroyante, dans le sens où, comme disait Madame tout à l'heure, depuis 40 ou 50 ans, on n'a rien vu. La Seine n'a pas bougé, où il y a eu quelques phénomènes pas trop significatifs. Et quand elle va bouger, elle va faire mal, parce que justement, ça va être l'aspect dans lequel il va surprendre du monde. Alors, tout le monde a parlé de la crue, on a parlé du débordement, on a parlé aussi de la remontée des eaux. Effectivement, la crue de la Seine, c'est 3 phénomènes en même temps. C'est un phénomène de débordement qui est le phénomène sûrement le plus facile à simuler et à voir, bien que... Le deuxième, c'est le système de remontée de nappe. Vous avez pu entendre partout comme quoi il n'y a pas d'études précises dans ce domaine-là, et c'est celui qui va le plus nous surprendre et sûrement le plus destructeur. Et puis, il y a surtout le système de refoulement de réseau. Le refoulement de réseau, c'est les réseaux d'assainissement actuellement ne sont pas calibrés pour intégrer une crue centenale. Ce qui veut dire que quand vous discutez avec les camarades qui étaient à Prague ou à New York, la première chose qui va vous faire virer d'un bâtiment, c'est pas l'électricité, c'est pas l'eau potable, c'est qu'il n'y a plus de chiottes. Voilà. Donc, quand il n'y a plus de chiottes, on se tire. Si l'assainissement, si vous voulez, ne marche pas, on va vider complètement Paris et surtout, ils ne reviendront pas. Alors, on vous a déjà présenté cette carte-là, non ? Non, bon, là, vous avez toutes les crues, la Seine, si vous voulez, la façon dont on s'aperçoit qu'on a une vision assez logique, qu'on voit cohérente par rapport à tout ce qui se passe. Il faut s'en méfier. Je veux dire, on a bien vu, quand on voit les spécialistes du changement climatique, ils vous disent d'une certaine façon, laissez tomber vos statistiques, laissez tomber l'historique, ça ne sert plus à rien. Les phénomènes naturels qui vont vous tomber dessus seront des phénomènes hors normes. Donc si on se base là-dessus, on est mort. Si on pense qu'on aura 9 jours tranquillement pour pouvoir prendre en compte la Seine et avoir tout le temps de démonter, on va se prendre une crue, la Seine, en 2 jours, et là, tout va être détruit. Donc c'est un truc sur lequel il va falloir se méfier. Certes, c'est intéressant pour acculturer du monde, se préparer, comme on disait tout à l'heure, l'aspect plan, mais c'est surtout une notion de prenons en compte le fait qu'on va être surpris. Donc vous voyez, il y a ce phénomène qui est très lent, le pic, et le phénomène, si vous voulez, qui en plusieurs semaines descend. Bon, il faut surtout intégrer la chose majeure par rapport à la crue de la Seine, c'est de se dire c'est pas une crue spontanée, rapide, qui se termine en un jour. Voilà, dans une phase comme quoi il va falloir durer. Et ce qui veut dire comme quoi, finalement, la partie sécurité civile ne sera pas l'enjeu majeur de cette crue. Ça va être un problème socio-économique. Alors, à cela se rajoute ce tout le monde a parlé, la partie nappe. Quand vous voyez la couleur bleue, c'est déjà la nappe affleurante. Donc il faut savoir qu'il y a déjà des bâtiments qui actuellement pompent en permanence. Donc la Seine est déjà présente. Et là, le problème qui va avoir lieu quand la crue va monter, c'est qu'on va leur couper l'électricité. Donc déjà, les pompes vont s'arrêter. D'autres vont garder les pompes grâce à des groupes électrogènes. Vous connaissez le système des piscines. Hein. Si on vide l'eau dans une piscine, pourquoi on ne le vide pas en hiver? C'est histoire de garder une sorte d'équivalence de pression. On va voir la même chose dans le sous-sol parisien. On a fait une étude sur une grande banque. On s'est aperçu que ceux qui étaient autour ne pompaient pas et que la banque pompait. Et là, elle crée elle-même un problème, si vous voulez, physique, d'effondrement souterrain par rapport à ce phénomène. Or, il n'y a pas de politique généralisée sur on pompe ou on ne pompe pas par rapport à ce phénomène. Voilà, je vous montre un petit peu ce qui peut nous arriver ou ce qui arrive actuellement. Hein, vous allez avoir des effondrements. Vous avez des parkings qui actuellement sont déjà inondés. Vous avez en haut à droite la notion aussi qui existe sous l'Opéra. Et alors, un indicateur qui va être très intéressant, c'est les rats. Les rats vont être notre indicateur principal pour nous dire c'est en train de monter. Parce que c'est un animal très intelligent qui suit le niveau d'eau.
et qui va aller à l'endroit où il n'y aura pas d'eau. Donc, si vous voulez, quand on a discuté un peu avec les Américains, là, on est allé les revoir, ils ont en statistique 200% de plus de morsures de population par les rats pendant 110. Donc, il y a eu aussi ce phénomène de mouvement de rats. Bon, il faut savoir que vous allez entre 2 et 4 millions de rats. Donc, c'est excellent, c'est une bonne réserve de lipides pour la reste de la crise, si vous voulez. On sait qu'on a une réserve de viande, au moins là-dessus. J'en ai mangé au Vietnam, hein, tout récemment, donc j'ai essayé de voir. Il faut quand même s'y mettre. Hein. L'infrastructure. Donc, voilà l'étude. Voilà l'étude d'une grande banque telle qu'elle a été faite, avec pompage, sans pompage, que font le reste. Là, vous avez une étude très ponctuelle, qui est assez unique, qui existe juste à un endroit, à Paris, et pour l'instant, on n'a pas d'étude généralisée. Donc, il y a une jeune femme qui avait fait une thèse sur la simulation en 3D du sous-sol. Je crois que l'établissement Seine-Grand Lac va demander est-ce qu'il y a une simulation en 3D de Paris et Petite Couronne, et après, il va falloir attaquer cette notion de la nappe réaction par rapport à la montée de la Seine. Donc là, il y a vraiment des études en plusieurs années qu'il va falloir mettre en place pour le faire. Ça démarre tout juste. Voilà. Donc actuellement, c'est la grande, grande interrogation sur ce phénomène-là qui va amplifier le phénomène de débordement. Et la partie assainissement, comme je vous l'ai dit, est un vrai enjeu. Quand en 2013, au mois de mai 2013, il y a eu la fonte des neiges suite à donc un enneigement assez important. D'ailleurs, on revenait juste de New York et on s'est pris la crise de la neige en pleine tête au mois de mars, si vous voulez. Il y a eu la fonte des neiges par la suite. On a le 94 qui nous a appelé en urgence en nous disant les services d'assainissement du 94 sont pleins. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, prise de contact avec Paris, avec le 92, on a pu éjecter l'eau, si vous voulez, par ce domaine-là. Si tous, par rapport à la crue centenale, sont à un niveau maxi, vous allez avoir l'eau qui va refouler. Et quand l'eau, elle refoule, on a discuté avec les gens un petit peu la RATP, c'est physique. Hein. Vous avez un tube, vous avez la flotte qui rentre dedans, ça sort par où? Ça monte. Donc, jusqu'au 2e étage, tous les immeubles qui seront au-dessus des voies de la RATP SNCF qui seront touchés verront de l'eau usée monter et sortir dans l'appartement. Ça va déborder par les chiottes, les lavabos et tout. Donc, autant vous dire que les gens qui seront dedans n'y resteront pas. Alors, en finale, et ça, c'est la vision la plus favorable et positive, c'est-à-dire c'est la vision uniquement débordement. On considère que la moitié des communes sont touchées. 850 000 personnes devront partir parce qu'ils n'auront pas la capacité de sortir de chez eux. 5 millions de personnes, donc la moitié des Franciliens, auront un impact. Électricité, téléphone, eau potable seront touchés dans ce domaine-là. Vous voyez l'impact financier qui ne prend même pas en compte la perte d'exploitation. Donc on parle de 30 milliards directs, 60 milliards indirects, pratiquement une baisse de 3% de PIB pendant 5 ans. C'est vrai qu'en France, on en avait besoin. Et derrière, pratiquement 60 000 entreprises détruites du jour au lendemain, 630 000 emplois détruits. Ça, c'est la vision pessimiste française. Je prends un coup et je baisse. La vision américaine, c'est chic, il va y avoir du boulot. Parce que par rapport à ça, c'est de se dire, une zone qui est détruite, ça veut dire comme quoi il y a du nouveau travail et qu'on va pouvoir très rapidement changer de portage. Et ces 630 000 emplois, il va falloir les former et leur faire autre chose. Ça, c'est la mobilité qu'on a du mal à avoir en France pour faire changer cet esprit. Mais vous voyez un petit peu la mentalité que les Américains ont par rapport à un phénomène dur, chic, il va y avoir du boulot. En France, on est plutôt là à baisser la tête. Alors, si je dois résumer cette première spécificité par rapport à la crue, méfiez-vous de toutes les simulations que vous avez eues. Ça va être certes un phénomène lent, ça on est sûr qu'au moins c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Ça va être complètement hors norme et difficilement prévisible dans ce domaine-là. Donc il faut être très méfiant. C'est tout dispositif qu'on doit mettre en place doit être un dispositif très réactif, très mobile, prêt à prendre en compte n'importe quel phénomène qui peut aggraver tel ou tel domaine. Alors maintenant, revenons un peu sur cet aspect. Quand on est allé voir nos camarades américains, on est surtout essayé d'aller voir les opérateurs, plus les forces de sécurité, et on essaie de voir un petit peu. Alors certes, ils ont eu un phénomène qui était très court, mais l'avantage pour nous, c'est qu'en plus, ils ont une sorte de subversion marine par l'eau de mer, et finalement, cette eau de mer a eu un impact très long sur leurs différents réseaux. Donc on a pu récupérer des éléments qui peuvent s'appliquer sur une crue de la Seine. Alors, première chose, et là on va discuter Mili un petit peu, méthode de raisonnement tactique, il faut que ça vous rentre dans la tête, parce que là c'est la guerre, là, on est en train de parler. Je veux dire, on n'est plus en phase. Je me rappelle quand je discutais avec les gens des grands salons, Versailles, je leur parlais de la Seine, mais nos salons, on ne pourra plus ouvrir. Non, il n'y aura plus de salons. Et les touristes, il n'y a plus de touristes. Et les avions, il n'y a plus d'avions, puisqu'il n'y aura plus d'hydrocarbures qui arrivent aux aéroports. On est en phase de guerre, les petits gars. Donc là, il va falloir réagir par rapport à ça. Ce qui veut dire qu'on est en phase de guerre, c'est
On dit quelle est ma mission et quel est mon enjeu majeur. Mission. Vous regardez cette mission, c'est pas secourir les gens. On sait qu'on y arrivera. C'est pas une crue tueuse. Il y aura toujours des connards qui descendent dans le tunnel et qui se noieront. C'est pas une crue tueuse. C'est une crue, si vous voulez, qui va être destructrice. Donc on dit, l'enjeu d'Île-de-France, c'est quoi? C'est soit je transforme en un désert, d'ailleurs Paris, grand musée, toutes les boîtes parties, un grand parc de part et d'autre, si vous voulez, de la Seine. Ça, c'est la phase négative après la crue. Soit on essaye de se dire, il faut garder du monde, il faut garder un outil socio-économique sur place. Et ça, les Américains nous ont dit, nous, on a pris le retour d'expérience de Katrina. Katrina est l'exemple type comme quoi les Américains se sont plantés, ils l'ont reconnu, et ils disent qu'il y a des zones entières de Louisiane, de Nouvelle-Orléans, qui sont vides. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réussi très rapidement à faire revenir le petit artisan, le petit commerçant, l'outil socio-économique. Je ne parle pas des grosses boîtes, je parle du la petite boutique, si vous voulez, de proximité, qui va vous faire revenir vous. Parce que le style de vie, vous allez pouvoir retrouver votre commerce et potentiellement, vous allez pouvoir trouver un travail aussi sur place. Donc, ils nous disent, votre objectif par rapport à ce qui peut toucher en Île-de-France, ça va être d'assurer une vie socio-économique à minima, de telle façon à maintenir une vie et que le retour à la normale se fasse le plus rapidement possible. Et là, bien sûr, on repart après sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour pouvoir assurer une vie à minima, première chose, c'est électricité, télécom, énergie, hydrocarbures, eau potable. Le reste suivra. Le reste suivra. Ces 4 premiers-là vont être une priorité majeure pour les autorités avec les opérateurs en charge de ça. Ça va être une manœuvre logistique énorme, absolument énorme. 12 millions de personnes, une plateforme gigantesque. Tout à l'heure, donc, la personne qui nous parlait de l'impact qu'il y avait par rapport aux inondations, l'IAU a fait une étude de Xynthia et a essayé de l'intégrer en impact bâtimentaire et humain sur Paris. Ça représente un petit quartier de Vitry, en impact humain. Donc vous voyez un petit peu comme quoi le 94 aux 2/3 va être inondé, le 92 ça va être la même chose, Paris aussi. Donc on s'aperçoit qu'en impact humain et infrastructure, je veux dire, il y a 2 choses, ça va être démoniaque en impact réel important. Donc ce qui veut dire que ça va être énorme. Rungis va être un enjeu stratégique monstrueux. 18 millions de personnes qui sont alimentées par Rungis. Si Rungis ferme, on ferme tout. C'est terminé. Donc, si vous voulez, c'est pour vous dire comme quoi, là, quand on s'y met, ça va être du sérieux. Alors, l'électricité. D'abord, les Américains nous ont dit, on s'est planté. Toutes nos simulations n'étaient pas valables. La zone qui a été touchée par 110 était 3 fois plus importante que la zone initiale simulée. Donc, autant vous dire, là, ils ont été percutés. Certains postes de source, on a vu un exemple avec Manhattan, où d'un seul coup, il y a une image qui est magnifique. D'un seul coup, on voit un super poste de source qui explose et toute la partie sud de Manhattan qui tombe. Pourquoi? Ce n'était pas envisagé. Donc là, si vous voulez, cette notion qu'a EDF de faire des coupures préventives pour pouvoir protéger leurs outils, si vous voulez, principaux, sensibles. Mais ceci va vous poser des problèmes. Vous apercevez comme quoi EDF fait des coupures préventives. France Télécom, Orange, va faire aussi des coupures, va protéger ses capacités. La SNCF, très rapidement, va couper des lignes. Parce qu'ils vont, si vous voulez, même chose, mettre à l'abri leur capacité technique très sensible. Donc, au moment où on aura besoin d'eux pour pouvoir vous faire partir, mettre en place des moyens et tout, c'est là où on va avoir 65% de la SNCF qui va être fermée, toute la RATP qui va être fermée, et l'électricité qui fera des coupures préventives naturelles dans les zones dans lesquelles on va dire aux gens « partez ». Pourquoi? Parce que cette fameuse montée d'eau, là, on dit qu'elle a lieu entre 9 ou 10 jours. Ce n'est pas vrai réellement. Météo France vous donne une assurance à 24 heures et une tendance à 48 heures derrière. Donc imaginez le gars, là je suis content, je suis à la retraite, qui à un moment va dire, en plein milieu, on appuie sur le bouton, on prend toutes les mesures. C'est-à-dire qu'on envoie le RERC, ce qui est une des premières mesures de la RATP, on commence à prendre des mesures de protection qui vont coûter très cher. Et vous allez rire, 48 heures après, il y a un mec de météo qui dit « Non, non, les gars, ça redescend, il n'y a plus de pluie et tout. » Il a appuyé sur un bouton qui aura coûté des millions d'euros, sans que la crue, la pluie, ait continué. C'est ce qui s'est passé à Troyes en 2013. On commençait réellement à suivre un peu le phénomène. On était à 3 jours d'une crue majeure, et heureusement, à un moment, ça s'est arrêté net.
Et nous, on commençait à prendre des mesures, si vous voulez, potentielles de fermeture dans ce domaine-là. Donc on a cette tendance comme quoi on ne sera jamais trop sûr et on sera toujours en retard par rapport à ce phénomène, automatiquement. Et il y aura, entre guillemets, deux choses qui vont s'impacter. C'est les opérateurs qui font des mesures de protection pour pouvoir faire un retour à la vie normale, et les autorités qui vont essayer de prendre des mesures auprès de la population pour essayer de leur assurer un système de vie le moins dégradé possible ou leur permettre d'évacuer. Donc voilà, ça c'est une chose, si vous voulez, stratégiquement, dans laquelle il va falloir qu'il y ait quelqu'un, excusez-moi du terme, qui ait les couilles pour pouvoir dire je fais ou je ne fais pas. Télécom. Alors là, vous allez être contents, les assurés vont pouvoir téléphoner leur assureur, parce que Orange nous a assuré comme quoi tout ce qui est potentiellement dans les zones touchées électriquement où on coupe bien sûr le téléphone fixe. Et le téléphone mobile, ils vont essayer d'amener des groupes électrogènes au plus près des relais, et ils vont essayer de réorienter les relais de telle façon à assurer une bulle outdoor. C'est-à-dire chez vous, vous ne pourrez pas téléphoner, dehors, vous pourrez le faire. Donc ça, si vous voulez, c'est un sorte de retour d'expérience aussi par rapport aux Américains. Vous voyez en bas à droite, qui ont amené d'énormes stations relais sur place. Là, c'est une vraie mesure européenne. EDF fera sûrement des demandes. D'ailleurs, quand il y a eu l'affaire Neuilly-le-Valois, ça a été des gros transfos qui sont arrivés de Hollande. On s'aperçoit que tout à l'heure, le temps qu'Elboué vous a parlé d'un système européen, c'est valable pour les grands opérateurs. Il va y avoir une solidarité naturelle. Orange nous a dit, moi je vais appeler les télécoms allemands, belges, hollandais et tout, pour avoir le maximum de capacité de relais pour nous permettre d'assurer une bulle à minima. Pourquoi ça, cet enjeu, c'est important? Ceci est l'outil de la gestion de crise. Ceci est maintenant l'outil de communication entre les autorités et vous. Donc ça a été identifié chez les Américains, testé pendant le Sandy, retesté une deuxième fois sur les attentats de Boston. Dans ce domaine-là, ceci sera l'outil avec lequel les autorités vont essayer de garder en contact avec vous. Ce qui veut dire qu'il faut toute une politique derrière. C'est j'ai un téléphone, j'ai un réseau, j'ai du courant. Merde, j'ai plus de courant. Donc je dois avoir des groupes électrogènes et des systèmes de plug. Et ça, vous le voyez au milieu. Au milieu, vous voyez, les Américains ont amené des petits groupes électrogènes dans les zones qui n'avaient pas d'électricité, et les gens se cliquent dessus. Et voilà, on garde le lien comme ça. Ça va devenir un des enjeux assez importants, si vous voulez. Et je sais qu'Orange travaille soit en autonomie, soit, je pense, avec EDF, mais c'est des choses qui se développent, ça, au fur et à mesure, pour essayer de voir comment on peut réalimenter dans les zones qui seront coupées, si vous voulez, pour qu'on garde le lien avec la population. Hydrocarbures. Alors la même chose, eux, ils ont été fortement touchés, et ils nous ont dit, pour eux, en dehors de l'électricité, ça a été l'enjeu. C'est-à-dire que les dépôts hydrocarbures, bon, là, chez eux, ont été coupés. Il y avait des bateaux qui arrivaient, comme les ports, si vous voulez, avaient été détruits, ils ne pouvaient pas réalimenter, ce qui veut dire qu'il fallait attaquer des dépôts hydrocarbures beaucoup plus loin pour le faire. Alors nous, c'est la même chose, là. On a fait l'étude avec nos camarades des dépôts hydrocarbures qui sont des concurrents entre eux, hein, donc difficile un petit peu à travailler ensemble. Là, faut commencer à voir dans les opérateurs qu'on a la chance d'avoir EDF, un seul opérateur, c'est bien. Télécom, on a Orange qui est un peu un service public ancien. Tant qu'il y aura des anciens de mon âge qui ça ira, quand il y aura des jeunes loups comme vous, ça sera du business, ça n'en a rien à foutre du service public. Donc il y a encore un état d'esprit qui reste, c'est bien la réalité, hein, je vous parle de ça. Parce que quand vous discutez avec des gens de Free et tout, hors de question de rentrer dans la gestion de crise. Nous, on est là pour faire du fric, on n'est pas là pour réellement aider dans la gestion de crise. Une vraie notion de mentalité. Et l'hydrocarbure, c'est la même chose. Quand il y a eu la crise des hydrocarbures en octobre 2010, on n'est pas tombé sur des gens qui ont voulu gérer la crise avec nous. On est tombé sur des gens qui étaient en concurrence l'un par rapport à l'autre et qui voulaient profiter de la crise pour tuer l'adversaire. Ça a été vraiment une notion qu'il a fallu qu'on gère, nous, en interne, au point de vue gestion de crise. Donc là, on se dit, quel va être le problème? Le problème est tout simple. La moitié des dépôts sont fermés. Trapil nous dit, par sécurité, je ferme mes pipelines parce que la remontée d'eau risque de les tordre et de les détruire. Or, l'Île-de-France est alimentée à 100% par des pipes. 100%. Ce qui veut dire qu'on n'a plus de carburant pour les avions, plus pour les dépôts. Ça va être des camions qui vont être très éloignés. Donc autant vous dire que là, vous pouvez foutre votre bagnole au rencard, vous ne serez pas prioritaire, vous n'aurez pas une goutte d'essence. Le peu qui restera sera pour les forces de l'ordre et l'équipe logistique. Donc, percevez les Adidas. Eau potable. Alors, quand on dit eau potable, il y a 3 sortes d'eau. Il y a l'eau que je bois, c'est le plus facile. On prend l'eau embouteillée,
c'est en général les enseignes nous assurent comme quoi ils pourront nous amener l'eau embouteillée. L'eau de sécurité, et là on l'a vu chez les Américains, qui vous a rappelé Breezy Point, hein, ça a été entièrement brûlé, les pompiers ne pouvaient plus intervenir, ce qui veut dire que sur Paris, les immeubles de grande hauteur qui n'auront pas d'eau et des surpresseurs, dehors. Population, boulot, la défense, tout le monde dehors, vous voyez un petit peu l'impact que ça peut avoir. Et le troisième, on en revient sur cette notion d'eau, d'assainissement, dans le sens où ça n'existe pas. Et là, on a vu tous nos camarades à Prague qui nous l'ont montré, qui nous ont dit tous les établissements dans lesquels il n'y avait pas d'eau, d'assainissement, de toilettes, dehors, on ferme. Donc, il y a 3 enjeux concernant l'eau. Et voici ce que nous disent nos camarades avec lesquels on a travaillé pour faire un plan de réalimentation en eau potable. Vous voyez ce réseau, tout ce qui est en rouge, c'est tout le réseau qui tombe. Voilà, donc vous êtes très loin, vous, de la Seine, et vous n'aurez plus d'eau potable. Voilà un petit peu, si vous voulez, l'impact que ça peut avoir là-dessus. Et là, c'est encore c'est le scénario 1.15. Hein, c'est celui, le 15% au-dessus de la crue centenale. La directive inondation nous dit c'est terminé celle-là. Laissez tomber, on attaque 1.40. Voilà, parce qu'en statistique, vous avez plus de chances de tomber sur une inondation majeure à plus 40% par rapport à la crue centenale. La crue de la Seine est devenue une crue moyenne. Voilà, la crue majeure, 1.40. Les Hollandais vont jusqu'à... Eux, ils font, on parle de la crue centenale, eux, c'est la crue dimillénale. Ils sont tellement sensibles, et c'est normal avec les digues, par rapport à ce qui peut arriver, qu'ils vont carrément à un niveau au-dessus. Donc voilà, quand vous regardez l'eau, vous apercevez que c'est ce phénomène-là qui touchera le plus de monde. Donc, buvez de la bière. Hein. Évacuation, ça a été la question tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va foutre des 850 000 personnes qui ont les pieds dans l'eau? Sommes-nous capables de les évacuer? Non. Ça, c'est clair, on n'est pas capable. Et les Américains nous ont dit la même chose. Ils nous ont dit, oubliez, hein, on n'organise pas un plan comme ça en disant, tiens, il y en a 10 000 qui vont partir à Lille, 20 000 à Reims, 30 000 à Nantes. Là, vous apercevez que c'est une action très nationale. C'est de se dire, écoutez, dites aux gens, soit vous restez sur Paris, on va essayer de vous donner les moyens de vivre normal, soit vous ne voulez pas vivre en milieu dégradé, vous allez chez la belle-mère, aux résidences secondaires et tout, on vous ouvre les autoroutes, c'est par là. Voilà. Et moins il y aura de mecs, moins on sera emmerdé à les faire bouffer. Il y a aussi ça. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de plan, entre guillemets, de blocage, de plan d'évacuation par rapport à ça. Par contre, on va tomber dans là je vous l'ai dit au départ, dans un problème. C'est que l'autorité, elle va appuyer sur le bouton pour dire à la population, elle ne va pas le dire au premier jour de montée des eaux, quand on est à 3-4 mètres. Elle va le dire quand on sera à 6-7 mètres et qu'on est sûr que ça continue à monter. Or, à ce moment-là, il n'y a plus de train, il n'y a plus de métro. Vous commencez déjà à avoir des autoroutes qui sont touchées, des ponts qui sont fermés et tout. Donc, vous voyez, le phénomène, c'est est-ce qu'on va définir, on va dire aux gens de partir tout de suite, quitte à les faire partir pour rien, ou est-ce qu'on va attendre le dernier moment? Là, où est-ce qu'on va imposer aux opérateurs de ne pas faire leur opération de protection? C'est-à-dire que j'ai interdit à la SNCF de fermer la ligne C. Je me fous de savoir ce qui arrive derrière. Ce phénomène-là existe avec l'eau. Les services d'eau nous ont dit, pour remettre en état un service d'eau contaminé, il faut entre 5 ou 6 mois. Quand par contre on sait que l'eau va être contaminée, avec le système d'étanchéité, on ferme tout, et à la limite, en quelques semaines, on peut tout remettre en état. Or, nous, étatiques, moi, nous, quand j'y étais, ce qu'on leur a dit, moi j'ai besoin de l'eau pour l'assainissement, j'ai besoin de l'eau pour la partie sécurité. Donc je vous impose de garder de l'eau contaminée dans le réseau. Donc il va y avoir une décision gestion de crise qui va s'opposer à une décision retour à la normale. Parce que le gars qui va dire je le fais, il va accepter que derrière, pendant 6 mois, il n'y a pas d'eau potable. Donc, vous voyez un petit peu l'enjeu et réellement le courage qu'il va falloir prendre pour pouvoir dire je le fais. Bon, évacuation, donc on vous en a parlé. Circulation routière, donc là vous voyez, c'est un bombardement. Je veux dire, ce n'est pas une photo de la Seconde Guerre mondiale, c'est vous avez tous les ponts qui sont fermés. Donc déjà, quand on parle de gestion de crise francilienne, c'est faux. On parle de la gestion de crise nord-francilienne et la gestion de crise sud-francilienne. Parce qu'à la limite, il n'y aura que peut-être le périphérique qui sera la voie logistique qui marchera et tout. Donc autant vous dire que vous, particuliers, même si vous avez réussi à trouver un petit jerrycan d'essence, vous serez interdit de rouler parce qu'on va donner les axes logistiques en priorité aux forces de l'ordre et en priorité aux forces logistiques qui vont y arriver pour les groupes électrogènes, pour la partie pétrole, pour la partie bouffe, eau et tout. Ça va être les seuls qui vont le faire. Donc ça va avoir un impact très important, sans compter qu'on pense que
Paris, c'est à peu près 200 000 voitures qu'il va falloir sortir. Et donc, Bois de Boulogne, Bois de Vincennes, si vous voulez, ça va être 2 grands parkings dans lesquels on va mettre les voitures. 200 000, imaginez. Transport en commun, donc comme je vous en ai parlé, hein, les Américains ont été très sioux par rapport à ça. L'eau de mer, c'est terrible par rapport à un réseau. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rattrapé très rapidement leur réseau. Ils l'ont relancé tout de suite très rapidement. Et c'est seulement maintenant, 1 an ou 1 an et demi, qu'on voit, pour ceux qui partent à New York, qu'il y a telle voie qui est fermée pour 2 ans. Et ils sont en train de tous les refaire. Donc ils le font d'une façon chronologique, histoire que tout ne soit pas touché, mais ça a été principalement impacté, et ça va leur coûter des millions d'euros. Je crois que les travaux que nous avez expliqués, c'est jusqu'en 2020-2025. Pour vous dire, c'est pas rien. Donc pour vous, qu'est-ce que vous aurez? Gare de Lyon, Gare Saint-Lazare, Austerlitz fermée, les autres grandes lignes bien fermées, RATP, ligne 6, ligne 2, c'est les seuls qui marcheront, le reste sera fermé. Voilà votre vie. C'est ça, hein. Alors, la Sécu, elle est vachement contente par rapport à ça. C'est que tout le monde fait du sport. Là, au moins, c'est un avantage. Gestion des déchets, vous en avez parlé ce matin. Oui. Hein, Paris, 5 000 tonnes de déchets. Il y a un système Petite Noria, Grande Noria. Salon de Versailles, vous oubliez. Porte de la Villette, vous oubliez. Ça va être des énormes zones de dépôt d'ordures. Comme j'avais dit la dernière fois, Vendée si vous habitez à côté, parce que bonjour l'odeur. Ne pas oublier que les ordures, vous avez 2 types d'ordures. Hein. Vous avez les ordures domestiques de tous les jours, et vous avez après les encombrants. Hein, je pense que ceux qui ont subi des inondations, il y a toujours la phase où finalement on vide la maison complètement. Et là, c'est des mètres cubes énormes qu'il va falloir faire. Et les Américains nous ont dit, par rapport à la crue, par rapport aux déchets, regardez la photo en haut à droite, 300 000 voitures qui avaient été touchées par l'eau. C'est des champs entiers. Il va leur falloir entre 4 et 7 ans réellement, parce que c'est des déchets toxiques. Donc là, il faut créer des filières complètes et puis après traiter ce domaine-là. Crisis is gold. Il y en a qui vont se faire du fric grâce à ça. Le gars qui parle là-dedans, il est clair. Quand on était chez eux, on nous avait expliqué comme quoi il y avait certaines entreprises qui s'étaient spécialisées dans le filtrage du sable. Parce que le sable était rentré dans les villes, avait été pollué. Par contre, eux, ils avaient comme enjeu, l'été d'après, de faire revenir des gens pour qu'ils aillent sur la plage, se dorer au soleil. Donc finalement, ils avaient un enjeu terrible de 6 mois, pendant 6 mois de filtrage. Il y a des gars qui ont acheté des trucs de filtrage et qui se sont fait des couilles en or, si vous voulez, en filtrant le sable et en les ramenant sur les plages. Voilà une initiative fabuleuse. Bon, assainissement, alimentation. Alimentation. L'État n'est plus capable de vous alimenter. J'espère que vous en êtes conscient. Vous savez quoi, je veux dire. Ceux qui vont vous alimenter, c'est Monoprix, Franprix, Casino, Carrefour et tout. Quand on va voir ces gentils garçons qui sont plus dans une phase business, je dis, ne vous inquiétez pas, il y aura la crise, on les amènera toujours à bouffer. Tant qu'on ne le verrai pas sur le papier, comme quoi ils ont fait leur étude de leur plateforme logistique, de leur axe, des camions, des magasins qui ont été touchés, qui ne sont pas touchés, si vous voulez, j'en serais pas sûr. Pour moi, c'est une réponse avec réserve. C'est est-ce que réellement de grands opérateurs, nos grandes enseignes seront réellement réactives? Et quand j'ai commencé à discuter avec eux en leur disant, attendez, vous allez tomber dans une zone où il n'y aura plus d'électricité, il n'y aura peut-être plus d'eau potable traditionnelle, ce sera de l'eau embouteillée, donc il va falloir amener de ce qu'on appelle de la nourriture sèche. Hein, la Croix-Rouge, c'est très bien ça. Quand la Croix-Rouge organise des camps, si vous voulez, de réfugiés, ils savent très bien quel type de nourriture il faut mettre dans des zones qui sont mises en place. On est allé voir les grandes enseignes, on leur a dit, vous êtes capables de nous amener ça en 4 ou 5 jours? 3 semaines. La réponse. Réactivité des grandes enseignes pour pouvoir refaire toute leur chaîne logistique et amener l'alimentation 3 semaines. Voilà. Donc pendant 3 semaines, vous bouffez du rat. Distribution financière. Les banques, ils ont tellement la trouille de se faire dévaliser qu'ils nous disent tous les endroits où il n'y a plus d'électricité, fragilité et tout, on ferme. Voilà. Plus de DAB, plus de distributeurs billets. Or, vous, là, je veux dire, quand vous allez dans le magasin, le seul qui restera ouvert du quartier, vous croyez que le gars, il va vous faire crédit? Non, il ne va pas faire crédit, donc il va demander des pépettes. Si vous n'avez pas de distributeur billets, c'est mort. Alors, les Américains, très sioux, ce qu'ils ont fait, ils sont associés, si vous voulez, avec des grandes enseignes, et ils ont mis des distributeurs mobiles. Donc là, vous voyez, c'est une camionnette avec un distributeur mobile, si vous voulez. Et bon, en point de sécurisation, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas trop de soucis. Les vigiles des magasins servaient un petit peu de sécurité. Mais les nôtres, ils sont tellement trouillards qu'ils demandent d'avoir un escadron de gendarmerie à côté de chaque DAB. Donc ce n'est pas encore quelque chose qui rentre dans l'état d'esprit. Il va falloir réellement travailler un petit peu le système. Parce que justement, le problème d'ordre public, alors là, on en est en plein temps, là, avec les affaires Charlie et avec le Vigipirate qui vient d'être lancé.
qu'est-ce qui vient d'être assuré actuellement? On a 120 000 personnes qui sont sur le terrain pour assurer la sécurité. Donc là, actuellement, la France est au maxi, il n'y a plus aucune réserve qui sont dedans. Si on tombe sur une crue centenale, on sera exactement dans le même esprit. Le plan Neptune de la projection des 10 000 hommes a été appliqué pour la suite de Charlie, c'est-à-dire les 10 000 hommes que vous avez entendu parler à la télé par rapport à la sécurisation de certains sites. L'effectif, il n'est pas sorti comme ça du chapeau. Il est sorti d'un plan Neptune, le plan lié à la crue centenale. Et on s'aperçoit que par rapport à ça, il va falloir prioriser. Il faut tout protéger. Il faut protéger les sites sensibles, les axes logistiques, les banques, les magasins, et on s'aperçoit que l'eau et la nourriture vont devenir du trafic. C'est-à-dire que là, tout ce qui est rare et cher, tout ce qui est... Voilà, donc ça va devenir, si vous voulez, une notion de trafic qu'il va falloir réellement gérer dans ce domaine-là. Sachant qu'en plus, nos joailleries, avec les casquettes Vuitton à l'envers, là, par rapport à ça, ils aiment bien tester quand ils s'aperçoivent qu'il y a une baisse un petit peu de la couverture, si vous voulez, force de l'ordre. On s'est aperçu que quand on a eu la crise de l'hydrocarbure, on avait mis, nous, tous nos escadrons de gendarmerie et comment dire, de CRS sur la sécurisation des dépôts hydrocarbures des stations. Et on n'avait plus qu'un demi-escadron de gendarmerie en réserve. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué la préfecture du 92. Aucune raison. Qu'est-ce que ça a été en finale? Un test. Voilà. Je viens tester l'autorité pour voir s'ils sont réactifs. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir un effet domino qui est un effet de sécurité. Nous, on considère que quand on va tomber dans cette phase d'affaiblissement par rapport à la crue, on va être attaqué. On va être attaqué en cyber. Hein, vous l'avez pu voir suite à Charlie, là, 10 000 ou 15 000 attaques qui ont été faites. On pense que là, ça sera encore beaucoup plus sérieux, parce que finalement, toutes les grandes banques, tous les grands opérateurs seront partis sur des zones de repli, ne seront pas dans une phase réellement de protection maximale. Donc là, réellement, ils sont en état de faiblesse. Donc là, on s'aperçoit que c'est là où on va se faire attaquer. Donc on aura besoin encore en plus de remonter d'un cran notre sécurité par rapport à ça. Bon, les secours, on en a parlé tout à l'heure, hein, avec les lits déprogrammés. Vous apercevez, et ce n'est pas du tout péjoratif par rapport aux forces de l'ordre, hein, aux pompiers, j'en fais partie, hein, j'en faisais partie, et au SAMU, vous apercevez que par rapport à ça, ce n'est pas l'enjeu. On sait qu'il y a un travail qui sera fait, super bien fait, au maximum des possibilités, pour essayer de sauver les gens, mais ce ne sera pas l'enjeu. L'enjeu, réellement, c'est est-ce que l'Île-de-France devient un désert ou pas? Avec les moyens nationaux. Les armées, j'en ai parlé. Voilà votre vie. Donc, vous qui êtes jeunes, comment dire, investissez-vous dans des boîtes qui font les groupes électrogènes, les smartphones, les chaussures de sport, les lipicots et les chiottes sèches. Ça va devenir très important. C'est-à-dire que ça, tout ce que je vous montre là, c'est ce qui va devenir rare et cher. Et on s'est aperçu, à New York, ils nous ont parlé, il y a eu la crise du savon. C'est-à-dire que, si vous voulez, tous les gens qui ont fait du camping urbain, qui sont restés dans les banques, dans les magasins et tout pour vivre, bon, ils étaient venus uniquement avec les moyens minimaux, et à un moment, ils ont cherché du savon pour pouvoir continuer à vivre dans ce domaine-là. Crise de savon. Voilà, donc c'est pour vous dire, c'est d'une réelle, on est à New York, quand même, il y a quand même des moyens, je dirais, dans ce domaine-là. Si eux, ils ont des crises, donc voilà votre vie. Alors, 3 enseignements maxi par rapport à Sandy, qui étaient vraiment super intéressants. Premier élément, préparez-vous à être surpris. Or, nous, cartésiens, on n'aime pas la surprise. On se rappuie toujours sur des choses qui sont connues, on essaie de récupérer des plans qui existent. La grippe H1N1 est des type. On avait un plan sur la grippe H1N1, on a un autre événement sanitaire qui nous tombe dessus, incapable de faire la démarche de dire c'est autre chose, on se récupère le plan et on essaye de rentrer le scénario dans un plan existant. Voilà. La chose réellement que les Américains nous ont dit, on a jeté nos plans. On a jeté nos plans et on s'est dit, on met en place une organisation et un dispositif. Et maintenant, on est réactif. Donc là, réellement, c'est une vraie nouveauté, hein, sans compter cet esprit de résilience où dans le métro, vous baladez en disant « on a été touché, mais vous inquiétez pas, on va reconstruire et ce sera mieux ». C'est la mentalité, si vous voulez, absolument phénoménale dans ce domaine-là. Là, vous voyez la salle de crise de Bloomberg qu'on a visitée. On était en place, on était un peu bluffés. Nous, notre salle de crise, la zone, c'est les chiottes au fond à droite, là, en superficie. Là, vous n'avez qu'un quart hein, de la salle de crise. Vous avez l'impression, si vous voulez, c'est Wall Street, avec les murs entiers, des films qui passaient et tout. Et ce qui était très intéressant, c'est de voir cette notion de partenariat public-privé. Vous aviez au sein de la salle de crise des opérateurs d'eau, de transport, des assurances, hein, qui n'existent pas en France, des vrais représentants, si vous voulez, qui étaient intégrés dans la gestion de crise, qui eux-mêmes pouvaient faire remonter leurs besoins et qui recevaient des missions directes
par rapport à l'État. Ils nous ont dit, par exemple, quand ils ont fait un plan de ramassage de personnel essentiel. Bon, bien sûr, les gens ne pouvaient pas prendre le transport ni les voitures. Ils leur ont dit, vous allez dans tous les commissariats ou les casernes de pompiers, et ils ont demandé au Yellow Bus, là, de faire un plan de ramassage. Voilà, ils ont donné directement la mission, avec le fric qui va bien, parce qu'ils font tout payer, hein, et ils ont dit, on fait. Voilà un exemple, si vous voulez, d'un partenariat public-privé, où quand on voit, nous, nos préfets, la façon dont on regarde les entreprises comme des épiciers, et que l'inverse est vrai aussi, on a du mal réellement à faire intégrer cette notion de partenariat public-privé, où on a deux entités qui se méfient de ce que fait l'autre. C'est vraiment une question de mentalité. Communication de crise, comme je vous l'avais dit, se baser principalement sur les réseaux sociaux, mais ça y est, ça commence. Hein. Je veux dire, vous avez l'événement Bretigny, est un exemple magnifique, pour ceux qui font des retours d'expérience, d'une surveillance de réseaux sociaux par la SNCF et d'une réponse immédiate. Je suis allé dans la salle de crise, ils ont des moteurs de recherche, ils ont des gens de la com qui sont face à ça, et ils commencent à voir, ils ont même une cartographie, vous voyez par rapport à un événement, le nombre de tweets qui sortent. Et après, ils rentrent dans les tweets pour voir le côté qualitatif des tweets. Est-ce qu'on parle de l'événement et de quelle façon? Et ils ont commencé à sortir des rumeurs du type « Attention, c'est un attentat ». Tout de suite, ils ont commencé à répondre. « Attention, il y a une centaine de morts ». Tout de suite, ils ont commencé à répondre. « Attention, il y a des bandes entières qui sont en train de piller ». Tout de suite, ils ont répondu. Ils ont cassé les rumeurs, si vous voulez, d'entrée. Voilà. Et quand on discute avec eux, ils considèrent comme quoi une crise, eux, avant, étaient très touchés par des crises de production, la crise d'accident. Ils s'aperçoivent que la crise d'image est devenue plus importante. Donc, quand vous allez dans la salle de crise, vous avez vraiment une notion de surveillance des réseaux de communication, dans le sens où c'est plus destructeur pour une entité comme la SNCF, si vous voulez, que peut l'être un accident, malheureusement avec des morts et des blessés. Mais là, si vous voulez, après, c'est technique. Opérationnel, c'est assez facile à gérer. Donc voilà réellement, si vous voulez, le troisième rétex qu'on peut avoir. Et puis si on fait, comme nous disent les camarades anglais, on fait la tête de l'autruche, on s'enterre et on attend que ça nous arrive. Bravo. Merci beaucoup. Et je pense qu'il y aura quelques questions, j'en suis persuadé. Les micros circulent. Vous êtes ce côté-là est toujours en retard de quelques questions. Vous êtes bien rattrapé. Mais... Karl. Bonjour monsieur. Je m'appelle Karl Fieb, je suis étudiant en Master 1 GU. Sur la question des partenariats publics-privés, ma question c'est comment les appliquer en France, en sachant que ça ne fonctionne pas avec par exemple les exemples de l'autoroute. Alors, je vais reprendre mon ancienne casquette. Donc là, j'étais chef d'état-major, si vous voulez, pendant 7 ans à la préfecture de police, et je me suis pris les gros événements neigeux. Si on parle de ceux du mois de décembre 2010, c'est peut-être ça dont vous parlez, non? Avec les autoroutes, le fait que ça ne marche pas avec eux. Ou est-ce que vous avez un autre exemple? Ou c'est le fait qu'on ait vendu les autoroutes à des privés? Voilà, c'est plus ce côté-là. Ah oui, mais dans la gestion de crise, c'est pas du tout ça. Non, non. Je veux dire, certes, l'État ayant vendu les autoroutes, on a des nouveaux partenaires face à nous. C'est-à-dire que là, moi, quand je parlais de la crise neige, j'avais en face de moi Sanef, Vinci, etc. Mais c'est des vrais partenaires de gestion de crise, qui ont des organisations de gestion de crise, des capacités qui sont dedans. Ils rentrent comme les partenaires. Mais la grosse difficulté qu'on a sur l'Île-de-France, c'est cette notion de partenariat public-privé. Si on prend uniquement l'aspect neige, qui est finalement l'événement sur lequel... Ça nous permet d'ailleurs de nous entraîner par rapport à tout ce qui est inondation, parce que c'est une notion de mobilité qui est arrêtée. Vous apercevez que rien que pour l'aspect route, vous avez 45 partenaires qu'il faut gérer individuellement. Voilà. Quand c'est de l'étatique, avec les directions de route, c'est faisable. Quand vous tombez sur des grands opérateurs privés qui sont en face, il y a une notion de « faut convaincre ». Voilà. Alors, la façon de convaincre par rapport à des grands opérateurs, alors, il y a des grands opérateurs type service public, je ne parle pas, bien sûr, de tout ce qui est EDF, tout ce qui est un peu énergie, transport et tout, qui sont naturellement dans le dispositif. Quand vous tombez sur d'autres, vous avez une notion réellement de partenariat avec gagnant-gagnant. Il faut que l'État, on avait développé, nous, une notion de réquisition concertée. Alors, c'est un terme peut-être qui va vous surprendre. Bon, vous savez que l'État, les préfets, les maires peuvent réquisitionner les moyens. Nous, on leur dit, attendez, on ne va pas réquisitionner bêtes et méchants les moyens. On va aller voir entre guillemets, des entreprises. Et par rapport aux capacités qu'ils peuvent nous mettre à la disposition, on va leur offrir un cadre juridique qui va les protéger. Et donc, l'exemple type, c'est pendant la neige, des pannes de mille, que vous connaissez peut-être tous. Hein, je sais pas, quand on est étudiant, en général, on a des bagnoles pourries, donc on tombe en panne peut-être sur l'autoroute, non? Donc, c'est des pannes de mille qui viennent vous chercher.
quand il vient vous chercher, si vous voulez, l'accord qu'on a eu avec eux, on leur a dit, je vous donne un cahier des charges. Le cahier des charges, c'est qu'on veut que sur les 50 points noirs qui sont en Île-de-France par rapport à la neige, vous soyez capable en une demi-heure de nous projeter 50 dépanneuses. Voilà. Donc Dépanne 2000 a répondu à l'appel d'offres. Bon, l'appel d'offres, qui n'était pas un appel d'offres, qui était plutôt appel de capacité. Et suite à ça, on leur a fait d'une réquisition concertée. Et quand ils partent maintenant sur le terrain, sur demande des autorités préfectorales, ils sont protégés juridiquement. Donc, vous voyez, on essaye à chaque fois de faire une notion gagnant-gagnant pour les faire venir à nous. Il faut toujours que de toute façon, vous allez partir dans le privé. Quand vous allez vous présenter par rapport à une boîte, vous êtes un produit. Vous êtes un produit, c'est vous leur ramenez du fric ou vous leur ramenez pas du fric. Vous leur ramenez pas de fric dehors. Vous leur ramenez du fric et on vous garde. C'est exactement la même chose par rapport à la gestion de crise. Vous voulez faire venir les gens dans cet aspect-là, il faut, entre guillemets, avoir un état d'esprit très privé en leur disant « voici votre intérêt ». Là, j'étais avec une grande enseigne alimentaire. En rigolant, je leur ai dit « si vous faites ça, vous tuez la concurrence par rapport aux autres parce que vous serez prêts en avance et la population se rappellera qu'ils sont allés bouffer à tel endroit et que l'autre était fermé. » Vous dites ça, ça leur parle, hein, en immédiat. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il suffit de dire ça à tout le monde et ça va marcher. D'une certaine façon, oui. D'autres questions? Oui. Icoumande, encore une fois, étudiant au Master 1 Junior 20. En fait, j'ai deux questions. En fait. La première, ça porte sur les opérateurs de réseau. Comme vous avez dit tout à l'heure, Free qui ne veut pas participer à la gestion de crise. Est-ce qu'il ne faut pas encadrer, voire réglementer cette coopération entre les opérateurs? Et la seconde, c'est concernant la relance économique. Vous avez dit que durant l'événement de Katrina, où les Américains ont reconnu le fait qu'ils n'ont pas réussi à relancer l'économie, par exemple, à ramener l'artisan et la petite économie. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Saint-Denis et comment ils ont relancé cette économie-là? Est-ce que c'est transposable en France, en fait? D'accord, très bien. Bon, je vous remercie d'avoir posé les questions. Free. Alors, à la limite, je mettrai Free, je mettrai les autres. On a Orange, SFR. Si vous voulez, historiquement, globalement, on s'aperçoit que Orange est vraiment notre vrai opérateur de gestion de crise. En plus, ils ont la grande majorité de l'infrastructure. Et que les autres, globalement, et surtout Free, qui vient juste d'arriver, n'ayant pas d'infrastructure, louent ou sous-louent pas mal de capacités et tout. Leur imposer, la même chose, il faut du courage politique. Voilà. Il faut réellement qu'il y ait une autorité par rapport à ça qui impose. Et là, vous vous rendez compte comme quoi si vous imposez des règles, il y a une notion concurrentielle ou non concurrentielle qui rentre en jeu. En plus, des fois, ces boîtes sont mondialisées dans ce domaine-là. Donc vous allez les affaiblir en France et vous allez les voir partir à l'étranger. Donc si vous voulez, les autorités par rapport à ça n'ont pas souhaité encadrer dans ce domaine-là pour ne pas mettre en danger peut-être l'entreprise. Alors, la deuxième question, c'était sur qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains. Alors, c'est clair, hein, on l'a rencontré, on est tombé sur un banquier, très gentil, très beau sur lui-même, très banquier. Il est arrivé, il nous sortait le carnet de chèques, voilà, j'ai, combien il nous avait dit, 4 ou 5 milliards de dollars dans la poche. Et ils nous ont même bluffé, parce que vous alliez dans les stations de bus, et vous aviez une pancarte qui disait « Vous êtes une entreprise, vous avez besoin de 1 ou 2 mois de trésorerie pour vous relancer, prenez contact avec téléphone ». Il téléphonait, le mec arrivait, lui faisait un chèque par rapport à cette trésorerie, lui faisait signer un bon de décharge, histoire quand même qu'il ne rattaque pas après l'État dans ce domaine-là. Et si vous voulez, il lui redonnait les moyens. Le gars n'avait plus de trésorerie, il n'a plus rien. Il repartait avec 2 mois de trésorerie, il relançait son entreprise. Ils allaient jusqu'à les particuliers, ils leur offraient 1 mois de loyer. Hein, et la Croix-Rouge leur payait la caution et le AFIMA leur payait 1 mois de loyer. Voilà, ouais, tout ça pour les faire revenir. Hein, sachant qu'il y avait pas mal de logements qui étaient disponibles dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment une mentalité de la FIMA, mais bon, il faut sortir les 5 milliards de dollars. Je ne sais pas, en France, donnez-moi un nom d'un mec qui sortait 5 milliards de dollars pour pouvoir payer dans ce domaine-là. Je ne sais pas, la Maïf, peut-être? Liliane Bettencourt. Hein. Ah, c'est un bon, il y a Catnat. Hein. Non, je suis volontairement provocateur. Il y en a normalement 4 Catnat. Mais Catnat n'est pas dans cet esprit-là. Hein, c'est pas dans l'esprit. Regardez l'entreprise là, qui a été touchée à Dame Martin par rapport à l'événement. Heureusement qu'il y a une solidarité qui est arrivée. Et là, la solidarité est arrivée des particuliers pour aider cette entreprise à tout de suite, si vous voulez, se remettre en état et rouvrir son imprimerie, sachant que s'il attendait des semaines, il était mort, quoi.
Voilà, il y a des vraies notions. Mais la FIMA nous a bluffés. Hein. Et pour eux, c'est leur vrai rétexte de Sandy en disant, si vous voulez, dans leur mentalité, c'est de dire, ces 5 milliards de dollars, on va les récupérer après. C'est un investissement sur le futur, et on sait très bien que grâce à ça, on va remettre, si vous voulez, un souffle sur New York, et qu'on s'y retrouvera derrière. Ahmed, le micro arrive. Bientôt, il faudra s'habituer à parler sans micro, puisqu'il n'y aura plus d'électricité. Haut-parleur. Mais d'ailleurs, il ne marche pas. Allez-y. Je répéterai la question. Vous avez une phrase où vous disiez que lorsqu'on est en situation de crise, on prend tous les plans, on les jette. C'était un provocateur. Vous saviez, le cas américain, la FEMA derrière. Et la FEMA, c'est tout le savoir scientifique. Donc c'est eux qui étaient impliqués. Alors si vous voulez prendre effectivement une nouvelle solution, ce n'est pas une improvisation, c'est pour avoir le savoir. Vous avez tous entendu la question ? Bon, c'est de se dire, j'ai utilisé la phrase « on jette les plans ». Or, on s'aperçoit que la FIMA, effectivement, était bien organisée par rapport à ça, et que donc c'est une autre façon peut-être de planifier et tout. Alors, c'est pas contradictoire. Alors, je vais vous dire d'ailleurs, ceux qui nous ont dit comme quoi ils avaient jeté le plan, c'était les flics, hein. C'était les policiers quand on est allé les voir. C'est-à-dire c'était vraiment les forces de l'ordre qui, eux, par rapport à un plan traditionnel qu'ils avaient par rapport aux phénomènes naturels et tout, s'est rendu compte qu'ils étaient complètement débordés et que le plan n'était pas dedans. C'est plutôt le fait, et là la FIMA nous a dit aussi, bon, certes, il y a des grands retours d'expérience qu'on peut appliquer et tout, mais il faut surtout mettre en place un dispositif. Voilà. C'est cette notion plutôt, c'est un peu pour ceux qui s'occupent de tout ce qui est, je ne sais pas si vous avez entendu tout ce qui est plan de continuité d'activité, plan de retour d'activité, SMCA, service de management de continuité d'activité. C'est finalement, on s'aperçoit que maintenant, et d'ailleurs pour ceux qui sont en train de travailler pour les entreprises, pour les PCA, on ne parle plus de PCA, le plan de continuité d'activité est dépassé. Il est nécessaire, mais il faut maintenant rentrer dans un système de management. C'est-à-dire un système d'état d'esprit, de mentalité, de méthodologie. Je vous ai montré la phase de l'amiral Allen dans ce domaine-là. Il nous a dit, par rapport à ça, c'est de se dire, les plans sont utiles, il faut toujours continuer à faire la simulation et tout, mais c'est beaucoup plus une notion très réactive, très partagée de savoir, et puis après d'aller à l'essentiel, et de se dire, on ne peut pas tout faire, et d'accepter comme quoi on est dans une zone dégradée, et que naturellement, cette zone dégradée, on va essayer de passer au travers et faire un retour à la normale le plus rapide possible. Voilà. Rien que cet enjeu qu'ils ont mis en place leur a permis effectivement de changer des plans qui étaient plutôt des plans de robustesse, du type j'amène du pompier, du policier, des bâtiments pour construire et tout. Voilà, c'était plutôt dans cette notion. Mais ce n'est pas contradictoire. C'est pas de plan, moins de plans, plus de planification. Et c'est l'heure. Pas d'autres questions ? Eh bien écoutez, on vous remercie infiniment.